Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps, ça faisait 2 semaines qu'on s'était pas vus les enfants. Donc oui, vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué. Oh, le générique il faisait plaisir. Genre, enfin, vous savez, enfin, j'ai refait le générique il y a 2 ou 3 semaines ou quelque chose comme ça. Je suis content du nouveau générique. Bref. On est là pour parler de pas mal de choses, notamment, alors c'est pas un très très gros week-end de course qui nous attend, puisque globalement, il n'y a que la Freca. Alors il y a d'autres choses en plus, on va en reparler. Il y a l'Euro 4, il y a le karting, il y a beaucoup de choses en karting qui vont se passer, mais on va aussi pas mal parler de Formule 1. Ben oui, il s'en passe des choses en Formule 1, et puis là encore aujourd'hui, j'ai même pas mis à jour mon diapo, mais on a encore entendu des choses encore plus folles les unes que les autres. Enfin, je sais pas si vous avez traîné sur Twitter ou pas aujourd'hui, mais ouais, voilà, globalement, on se retrouve avec peut-être du Antonelli chez Alpine. Enfin, waouh, ça devient un petit peu n'importe quoi, alors que de base, on était quand même parti pour l'une des silly seasons de F1 les plus mornes, les plus molles de ces dernières années, tout simplement parce que tous les sièges sont pris. Mais il suffit qu'il y ait une seule personne qui fasse tout valdinguer. Cette personne, évidemment, c'est un certain Max Emilian Verstappen. Antonelli chez Alpine, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bah, c'est déjà une rumeur qu'on avait eue l'an dernier, par ailleurs, Antonelli chez Alpine. Mais on va en reparler, évidemment, j'ai préparé. Non, mais Antonelli, il y a des gens qui y croient vraiment. En vrai, non. Enfin. Mais en fait, je sais pas, de base, même le truc de base de voir Verstappen chez Mercedes, c'est tellement si difficile à imaginer. Mais ouais, non, c'est tellement difficile à imaginer, mais je vois pas dans quel monde il mettrait Antonelli ailleurs. Enfin, ça serait fou, ça serait complètement fou. Mais quelque part, tu te dis, c'est pas possible de virer Russell non plus, surtout après le début de saison qu'il a. Et puis, ça voudrait dire potentiellement un duo Gasly-Antonelli. Il y a pas mal à y perdre hein, pour Gasly. Et pas forcément, je sais pas, ouais, peut-être un peu à y gagner, je sais pas, mais ça peut être dangereux. Bon, de quoi on va parler ce soir, évidemment, on va parler bah, surtout alors de la Formule E. Oui, on va commencer un petit peu chill quand même, avant d'entrer dans le vif du sujet avec la F1. Mais oui, il y a eu le rookie test de Formule E avec notamment deux Français engagés, Théo Pourchère, qui a l'habitude maintenant de la Formule E, et Alessandro Giusti qui avait le droit à sa petite première. On parlera aussi bah, voilà, de la silly season de F1, de Cadillac, de Red Bull, de toutes ces choses-là. Et voilà, le week-end qui arrive avec la Freca, Enzo Dellini, Evan Gilter de retour et les autres Français aussi engagés, Dorian Pain, il y a Edouard Borgna, il y a Arthur Eigerter, il y a bon, Taito Kato, japonais sous licence française, et c'est tout malheureusement puisqu'il n'y a pas Enzo Peugeot. Enzo Peugeot ne fait pas encore son retour, peut-être que ça viendra, mais voilà, il ne fait pas encore son retour. Moi, ce qui me fait croire à Max 2026, c'est imagine, il fait comme les gens disent. Il attend de voir si Mercedes perf, Russell devient champion en 2026, vous pensez qu'il le vire pour Max? Bah non, du coup, ça fait il deviendrait invirable s'il est champion. Andrea Dup en Euro 4, bah pour le moment c'est pas sûr. A priori non, il n'était pas sur l'entry list. Il est pas sur l'entry list puisque normalement il est malade. J'espère que c'est pas quelque chose de trop grave, mais Andrea Dupé il a loupé les deux dernières courses du week-end de F4 italienne alors que c'était censé être ses grands débuts chez Prema, c'était son anniversaire, tout partait pour que ça soit merveilleux. Et au final, bah non, voilà, il est malade, a priori il n'est pas complètement rétabli de ça. Elle est où l'entry list de l'Euro 4? euh, je pense Feeder Series a dû la partager, j'imagine. Puisqu'on a partagé celle de la Freca et de l'Euro Formula, donc j'imagine qu'on a dû la partager aussi. J'imagine, hein, comme ça, là, je t'avoue, ouais, il y a la Freca, il y a. Euh, Bah écoute, peut-être pas. Peut-être qu'on l'a pas partagé. Bah oui, bah mettez le lien si vous voulez dans le chat, comme ça sera plus simple. Mais je crois qu'il n'y a pas de français, hein. Je crois qu'il n'y a pas de français engagé. Il y en a juste en Freca. Il y en a juste en Freca ce week-end. Freca, on rappelle, l'image évidemment elle est appropriée, c'est Freca au Castellet. Donc voilà, à la maison, on aura plusieurs francs. Ouais, pour un meeting en France. Après c'est voilà, c'est de la F4 italienne. Enfin non, c'est de l'Euro 4, mais c'est un championnat annexe à la F4 italienne, on va dire. Donc voilà. Écoutez,
on va commencer avec la Formule E, on va commencer gentiment quand même. Voilà, puisqu'il y a eu un rookie test, en fait, c'est un petit peu, j'avais envie d'en parler, pas tant pour les résultats, parce que on s'en fiche un petit peu, c'est plus honorifique qu'autre chose. Globalement, il y a des grandes lignes quand même, mais c'est plus honorifique qu'autre chose. Mais c'est aussi parce que bah, c'est la fin de ce fil rouge. On en a pas mal parlé ces derniers mois, quand voilà, il y avait les premières rumeurs qui disaient que peut-être que Giusti allait faire son test, etc. Et bien, c'est bien venu. Voilà, Pourchaire a testé avec Maserati, Alessandro Giusti a testé avec Lola Yamaha Apt. Voilà, pas mal de pilotes de Formule de promotion engagés. Celui qui a fait la plus grosse impression, c'était Gabriel Emini. Et c'est marrant quand même de voir la différence entre la Formule 2, où il est là, il est en galère comme pas possible. Je crois qu'il est 14e ou. Oui, je crois qu'il est 14e au championnat, quelque chose comme ça, où il se fait dominer par son coéquipier Sébastien Montoya, qui n'avait pas de grande référence en Formule 3, même en Formule 4 avant, même en Freca avant. Hein. Freca c'est 13e en 2022 quand Gabriel Emini, lui, est vice-champion. Voilà, et là on l'a vu renaître avec Nissan, donc qui est en plus la voiture du tenant du titre, enfin du champion de cette année, Oliver Roland. Et là, Gabriel Emini a, voilà, a retrouvé le bonheur, a retrouvé le sommet de la feuille des temps. Voilà, c'est très surprenant quand même sa saison de Formule 2 où il est complètement garé. Alors évidemment, on sait qu'il y a toujours. Non mais oui, oui, non mais voilà, on sait qu'il y a toujours des potentielles différences entre les performances des moteurs, etc. Mais je sais pas, là c'est juste qu'il est anonyme, il est nulle part, on ne le voit pas. On ne le voit pas tout du tout. On ne le voit pas du tout. Ouais, c'est assez surprenant quand même. Belle perf de Bustamante qui s'est fait battre par un pilote qui en est à sa première année monoplace et en F4. Oui, alors Bianca Bustamante elle était présente, je crois qu'il y avait aussi Abby Pulling et la Lloyd qui étaient présentes côté féminin. Ça s'est bien passé d'ailleurs, enfin pour Pulling et Lloyd. Pour Bustamante, bon, bah voilà, ça a été un petit peu compliqué. Parlez pas de F2, bah, ah oui, il y avait Jamie Chadwick aussi. Il y avait Jamie Chadwick. Euh, En vrai, premier degré, je m'attendais à ce qu'elle soit plus loin que ça. Bah, en soi, non, enfin, elle est à sa place, mais c'est juste que sa place est loin du compte. Faut pas non plus trop grossir le trait, hein. Elle peut piloter, enfin voilà, elle est pas si garée non plus. Mais c'est vrai que pour un monde, pour des championnats professionnels de sport auto, c'est compliqué. Mais Bianca Bustamante, elle nous détruit tous au volant d'une monoplace actuellement. Hein. Enfin, voilà. Mais c'est normal, elle a plusieurs années d'expérience en monoplace, il faut bien que ça lui serve quand même. Donc voilà, pour parler un petit peu de nos Français, on avait Théo Pourchaire quand même. On avait Théo Pourchaire complètement jet-lagué puisqu'il était réserviste à Sao Paulo pour le WEC, enfin pour Peugeot en WEC, qui est venu avec très très peu d'heures de sommeil et qui s'est quand même montré aux avant-postes. Ça fait plaisir. Il a dominé son coéquipier Arthur Leclerc, son ancien coéquipier de l'époque de la F4 allemande pour ceux qui suivaient à l'époque. Bon, c'est bien. D'ailleurs, Théo Pourchaire, voilà, qui est en forme, hein, qui est en vert après son excellent week-end en endurance à Imola, en European Le Mans Series. Maintenant, la question que je suis en train de me poser, et ça, je regrette qu'il n'y ait pas Homero dans le chat notamment, parce que lui, il s'y connaît pas mal en Formule E plus que moi. Pour le moment, voilà, est-ce que Théo sera titulaire en 2025-2026? Voilà, ça reste encore à voir, puisque le groupe Stellantis, donc, qui englobe les marques comme DS, Maserati, Citroën, Opel, etc., pour le moment, ils ont l'air de recruter d'autres pilotes. Donc Théo Pourchaire, c'est bien d'être jeune pilote du groupe, d'être jeune pilote Stellantis, mais ça serait bien d'avoir un programme de course en plus. Bon, c'est déjà bien l'European Le Mans Series, mais voilà, le but c'est quand même qu'à terme, il soit en WEC et en Formule E, ou à la rigueur en IMSA, IndyCar, ou je sais pas trop quoi. Euh, on veut des bonnes nouvelles. Bah, on va voir, on va voir. On est en train de voir pour potentiellement faire des petites, voilà, se recevoir en août. Voilà, ça peut être chouette si vous pouvez poser, si vous pouvez poser des questions vous-même à Théo Pourchaire pendant le mois d'août, pendant la pause estivale, en live sur Twitch. Ça serait bien si ça pouvait se faire. Je pose ça là. IndyCar, c'est fini pour Théo. C'est pas fini. Bon, c'est pas fini d'ailleurs, sinon il se serait pas associé avec Simon Pagenaud.
Simon Pagenaud qui le conseille, qui le manage un peu partiellement. Euh, donc non, non, c'est pas fini. Et je crois même qu'il y avait quelques petites discussions, mais plutôt avec des équipes de fond de peloton. Voilà, pour le moment, il n'y a pas grand-chose de concret, mais non, 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 il est toujours dans le monde de l'IndyCar, il gravite un petit peu autour, hein. Ne vous en faites pas. Et puis du coup, on avait un deuxième Français engagé, Alessandro Giusti, qui faisait ses débuts en championnat du monde de Formule E. Des rumeurs que j'avais entendues, c'était chez Maserati, mais c'est des rumeurs, donc je sais pas. Bah ouais, mais il y a des histoires comme quoi Maserati pourrait se barrer et pourrait être remplacé par Citroën ou par Opel, et que et voilà, mais dans le même temps, ils attireraient Nick Cassidy, peut-être Taylor Barnard aussi. Donc, enfin voilà, il y a d'autres pilotes. Enfin, Stellantis va chercher des pilotes externes à la marque, alors que bah, vous avez un jeune pilote qui est complètement prêt. Euh, voilà, ça m'embête un petit peu, quoi. Ça m'embête un petit peu. Enfin, Théo doit avoir la priorité, surtout bah, que vu ce qu'il montre lors des rookie tests, enfin, Maserati, ils sont super contents d'eux à chaque fois. En tout cas, c'est ce qu'ils laissent dire. Voilà. Ça me fait penser à Sauber. On va pas lui porter l'œil. Mais voilà, j'ai hâte de voir voilà, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger avec lui sur le sujet. Et de revenir sur Sauber, de revenir sur la F2, sur la F1, tout ça, etc. Et de parler de tout ça. J'ai hâte de ça et j'espère que ça pourra se faire. Donc voilà, Alessandro Giusti qui a fait donc ses débuts en Formule E, c'était bien, ça a même fini dans le top 10. C'était dans les mêmes temps par contre que Hugh Barter, ce qui n'est pas infamant, mais Hugh Barter est un petit peu au chômage partiel. Et Hugh Barter l'a battu sur les deux sessions de très très peu, ça se joue à quelques centièmes de seconde. Bon, ça ne va pas changer la vie d'Alessandro Giusti, ça ne va pas changer la vie de Hugh Barter non plus. Mais voilà, c'est assez marrant que les deux anciens rivaux de la F4 française se retrouvent dans la même équipe. Les deux ont fait de belles perfs, ils se sont tous les deux montrés dans le top 10, ils ont tous les deux fait pas d'erreur, en tout cas pas d'erreur marquante. Voilà, c'est de l'expérience intéressante. Maintenant, voilà, Giusti est encore en Formule 3. Hugh Barter, bon, sa carrière est compliquée hein, pour le pilote australien, ancien pilote de F3, qui essaye de rebondir tant bien que mal en Ultimate Cup Series. C'est compliqué, c'est un championnat un petit peu semi-professionnel qu'il domine outrageusement évidemment, mais c'est compliqué, c'est pas là qu'il mériterait d'être qu'il mériterait d'être. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des pilotes de ce test qui peuvent peut-être aller en F1 l'année prochaine? euh... Bah, attendez. Je vais voir un petit peu, genre, la grille de Formule E. 2025-2026, ouais, ouais. Ah bah, Wikipédia annonce, enfin, Wikipédia mais ne met pas la liste des pilotes. Selon Wikipédia, il y a littéralement zéro pilote confirmé. Enfin, Wikipédia anglais, Wikipédia italien, il y a zéro pilote confirmé. Il y a juste l'information comme quoi Cassidy quitte Jaguar. Donc, a priori, il peut y avoir des possibilités, quoi. Il doit pouvoir y avoir des possibilités. Bon, un petit peu bizarre. Kouchmaini chez Mahindra peut-être, ou alors Drugo à la priorité. Alors, alors. Eh ben écoutez, de toute façon, ça Kouchmaini, on aura l'occasion d'en reparler dans un live qu'on fera en août. Mini chez Alpine F1, c'est mort. C'est pas mort, mais en tout cas, c'est sûr que il arrive en priorité numéro 5, 6, 7, 8. Voilà, enfin, malheureusement, et puis sa saison de F2 n'aide pas. La saison de F2 de Gabriel Mini n'aide pas. Et c'est dommage, puisque vraiment, s'il se battait pour le titre en F2, je pense que Briatore pourrait un peu penser à lui, mais là, dans la tête de Briatore, il y a Colapinto, il y a Douane, il y a Aaron, il y a, voilà quoi, enfin, il y a aussi même, je sais pas, Bottas, Perez ou des trucs comme ça, enfin, des noms extérieurs, vraiment, Gabriel Emini, c'est tout juste s'il a le droit à des tests en F1. Et d'ailleurs, bah, les sessions d'essais libres que Alpine donne, elle les donne à des pilotes japonais, elle les donne à Ryo Hirakawa, elle les donne à Douane. Et
Ils les donnent même pas à leur premier pilote réserviste qui est censé être Paul Aron, vu que Paul Aron est en prêt chez Sauber. À partir de là, vraiment, l'Alpine Academy, Enfin voilà, vous savez ce que je pense de l'Alpine Academy, et je pense qu'on pense tous pareil de l'Alpine Academy. Et voilà, Gabriel Mini, énorme talent, mais voilà, cette année il passe un petit peu au travers. Je pense qu'il doit y avoir forcément un facteur mécanique qui entre en compte, mais voilà, il est complètement anonyme. Alors que pourtant, le début, surtout aux essais de pré-saison, il avait été vraiment très intéressant. Mais non, mais je vais pas interviewer Kouchmaini en live, hein. Il parle pas français, hein. Oui, je parle du live prono, des grilles F2, F3. Par ailleurs, je vous tease, mais voilà, ça avance. Là, vraiment, sur le mois de juillet, ça avance. Surtout en F3. En F2, c'est plus dur d'avancer, mais l'Alpine Academy qui a laissé aller Nakamura Berta, bah l'Alpine Academy, oui, enfin, voilà, il amenait pas d'argent, donc voilà, hein, c'est aussi simple que ça. C'est voilà, tu payes ou tu crèves. Bienvenue chez Alpine. Bon, on va passer aux choses sérieuses maintenant. La Formule 1, avec deux parties, en tout cas pour cette silly season. D'abord, j'avais envie de parler de Cadillac, avant de parler de tous les trucs Red Bull, Verstappen, Mercedes, etc. J'avais envie de parler de Cadillac. Moi, il y a une question que je me suis posée, est-ce que Jack Crawford, ce serait pas le gars qui coche toutes les cases? Alors, oui, on est tous d'accord, c'est pas du tout vendeur. Oui, il est là à sa troisième saison. Oui, à sa troisième saison de F2. Oui, il nous a jamais fait rêver. Mais en attendant, il est régulier, il fait pas trop d'erreurs. La dernière erreur grossière que j'ai en tête de sa part, c'est Melbourne 2024 en qualif, où il y a notamment quelqu'un de chez Dams qui fait une petite remarque à son sujet. Mais voilà, il est régulier, il est quand même rapide. Il est deuxième de F2. Il a la bonne nationalité surtout. Il a déjà des liens avec Andretti. En fait, je ne comprends pas pourquoi Crawford est si éloigné des discussions. Euh, mais parce que selon les rumeurs, c'est vrai qu'a priori, Cadillac a plus l'air de s'orienter vers Sergio Pérez en pilote numéro 1, et à ses côtés ça n'a pas l'air encore décidé. Est-ce que c'est plutôt un autre expérimenté comme Valtteri Bottas? Est-ce que c'est plus un plus jeune pilote? Est-ce qu'un Tsunoda peut être intéressant? Pour moi, Tsunoda, il a... Enfin, Tsunoda, il pourrait tout cocher, hein. Il coche toutes les cases, énormément d'expérience, de talent, etc. Oui, voilà, il y a aussi Guan Yuzu qui a des arguments financiers et qui est aussi proche du manager de Cadillac, Graham, je sais pas trop comment on dit, Graham Lowdon, quelque chose comme ça, l'ancien manager de Marussia qui est désormais chez Cadillac. Enfin voilà, il y a Drugovic aussi qui a déjà des liens avec Cadillac, mais a priori la piste Drugovic a l'air de s'être vraiment refroidie. Il y a aussi Mick Schumacher. Mick Schumacher, il y a des moments où on se dit ah bah enfin il va enfin revenir, mais j'ai l'impression que c'est un peu tous les 3 4 mois on a Mick Schumacher va revenir en F1 et au final il se passe rien du tout. Mais oui, après, actuellement, je suis d'accord, actuellement il y a l'air d'avoir bataille entre Schumacher et Bottas. Mais j'ai l'impression que ça marche, que ça, voilà, que ça change assez régulièrement, parce qu'il y a encore 2 3 semaines on parlait pas mal de Drugovic. Perez, ça devrait être annoncé après la Hongrie, ouais. Crawford, c'est pour cher, mais avec la bonne nationalité, sans Intermarché et sans les titres, exactement, sans les titres. Merci pour la précision. Puisqu'il a même pas gagné la F4 allemande, je crois. Je crois qu'il avait fait deuxième de justesse, battu par Johnny Edgar, je crois. Je crois, mais enfin, ouais, il a la bonne nationalité. Enfin, Cadillac, Andretti qui arrêtait pas de pousser pour un pilote américain. Ils voulaient absolument placer Colton Herta. Là, ils ont un gars peut-être aussi talentueux que Colton Herta, voire plus, qui est plus jeune, qui est américain. Qu'est-ce que vous êtes et qui aura a priori sa super licence. Enfin, voilà, il est deuxième de F2. Voilà, il lui faut a priori un top 5 pour avoir sa super licence. Il est probable qu'il l'aura. Donc, et en plus, Cadillac joue probablement rien l'année prochaine. Bah ouais, c'est ça. Audi, et c'est ça, enfin, Xeland 4 a raison, Audi l'a très bien fait. Un expérimenté, un rookie, Hülkenberg, Bortoleto, ça marche bien. T'as eu une vraie émulation entre les deux. Et puis Hülkenberg, il est vraiment en fin de carrière. Ils se sont pas non plus menacés par Bortoleto, mais du coup, Bortoleto, ça lui donne une vraie référence contre qui se battre et pour pouvoir s'étalonner, pour pouvoir s'améliorer.
Là, tu fais quoi? Tu fais un duo Pérez-Bottas? Enfin, voilà, deux pilotes qui n'ont plus rien à prouver. Voilà. Pour Cadillac, je connais un petit jeune talentueux champion de F2 qui a déjà roulé en IndyCar et qui semble kiffer les US et dispo l'année prochaine. Oui, alors après, il faut garder les pieds sur terre, je pense. Parce que voilà, malheureusement, chez les rookies, enfin, même en rookie, s'il y avait vraiment une écurie qui osait, quoi, qui osait, qui jouait tout pour l'audace, et voilà, qui a rien à perdre, et c'est le cas de Cadillac l'an prochain, tu prends un Alex Dunn, tu prends, alors vous allez me détester, mais tu prends un Alex Dunn, c'est un excellent pilote, il est un peu foufou, etc. Enfin voilà, ça peut faire parler. vous, allez, vous allez me détester. Mais en vrai, Alex Dunn coche beaucoup de cases. Et il est troisième de F2. On rappelle, sans sa disqualification pour infraction technique en Autriche, il serait en tête du championnat. Oui, c'est un fou du bus, oui, certes, mais il n'empêche que voilà, par exemple, la séance d'essai libre qu'il a faite chez McLaren, il est quatrième directement, il est dans le même dixième qu'Oscar Piastri. Alors oui, peut-être qu'il débranche un peu plus son cerveau et qu'il joue et qu'il est beaucoup moins à la retenue. Et le risque, c'est qu'aussi une nouvelle équipe ait un petit peu peur de ça. Et un petit peu peur de que justement on donne ce crash un petit peu tout le temps et du coup ça fasse des dépenses. Mais je veux dire, t'es Cadillac, t'es General Motors, je sais pas, tu peux te permettre des coups, tu peux te permettre des paris, quoi. Enfin, et voilà, et puis il faut se faire respecter, il faut se faire craindre. Et avec Dunn, crois-moi que tu vas être crainte dans le midfield. Ouais, c'est un peu ça, un Magnussen 2.0. Ça parle de Dunn à la place de Lawson ou même de Lindblad sur Twitter, je crois. Ah ouais, non, c'est des propos, c'est pas des vraies rumeurs, hein. Non. Non, non, non. Puisque, attends, à la place de. Alors non, déjà Lindblad il va en F1, ça c'est, on va en reparler de Red Bull, mais non, non, Red Bull ils vont garder leur pilote, ils vont garder leur pilote. S'ils prennent un pilote extérieur à la filière, c'est plus en remplacement de Verstappen qu'autre chose. Si seulement Palou était intéressé par la F1, est-ce qu'on peut en vouloir à un gars qui est quoi, enfin qui terrorise l'IndyCar et qui est au sommet de son art, de pas vouloir aller dans une équipe de fond de peloton en F1? Parce que pour le moment, en 2026, voilà, Cadillac, ils avancent avec aucune certitude. Normalement, même si c'est une nouvelle réglementation et que on risque d'avoir beaucoup de changements de hiérarchie, Cadillac est l'équipe qui a le moins de garanties possible. Voilà, il commence tout de zéro. Alors à la rigueur, le moteur, oui, c'est un moteur Ferrari, ok, mais sinon tout le reste, il commence de zéro. Donc c'est vraiment compliqué. Ouais, je comprends que Palou veut pas, veuille pas forcément perdre le statut qu'il a actuellement. Et voilà, c'est une star, c'est une star quoi. Sinon, il y a un petit Canadien qui a sa super licence. Canadien. Ah, Patrick Woodstock. Merci beaucoup Julien pour les 100 bits. Merci, merci beaucoup à toi. Bah écoutez, d'ailleurs, en fait, merci beaucoup. C'est pour mon anniversaire en avance. Donc, je sais pas si je ferai de live ce week-end parce que justement, je suis en week-end enfin, je suis un peu occupé avec mon anniversaire ce week-end. Du coup, je ne sais pas si je ferai des lives pour la Freca. Donc, je prends ça comme un cadeau d'anniversaire en avance. Donc, merci beaucoup à toi. Ça fait presque ça fait le quadruple de mon âge. Voilà, si vous voulez tout savoir. Remarque au hasard, j'ai jamais compris l'intérêt de la Formule Régionale Americas versus Road to Indy. Quel est l'intérêt d'avoir deux formules? Bon, c'est juste la FIA qui veut avoir ses propres championnats un petit peu partout dans le monde. Sauf que ça marche pas, puisque ça marche pas parce qu'il y a déjà des championnats qui sont implantés historiquement depuis beaucoup plus longtemps. C'est pareil au Japon. Il y a la Super Formula Light qui est là depuis des années. Et il y a la FIA qui veut faire de la formule régionale japonaise. Résultat, ça diminue la force des deux championnats. C'est un petit, comme en Europe en fait. Comme en Europe, quand il y avait eu la FREC, la formule régionale Europe, qui était le truc FIA, et l'historique Formule Renault Eurocup, il y avait deux championnats en même temps qui s'affaiblissaient mutuellement. Au final, bon, les deux ont fusionné, donc ça a aidé. Mais voilà, quoi, c'est un peu débile.
I think Vice City Sports Cars is from Miami. Je crois. Je réponds pour lui. Hein. Good afternoon from the south of France. Il fait chaud sa mère. Bah, j'avoue que ici, il fait. Enfin, ça va quoi. Bah, ça va d'ailleurs, j'ouvre la fenêtre puisque c'est vrai qu'il fait chaud. Mais ça va. Bon, écoutez. Donc voilà. Moi, j'aime. Je sais pas, Crawford, pour moi, il peut avoir pas mal d'arguments. Alors, c'est vrai que c'est pas vendeur. Oui, ça peut faire Logan Sargent 2.0, mais. Je sais pas, Cadillac, ils nous ont tellement embêtés avec leur pilote américain. Là, vous en avez un servi sur un plateau d'argent et vous le prenez pas. Je sais pas. Voilà, ça. Je comprends pas trop pourquoi et ouais, c'est dommage. Oui, Sergio Perez, Kyle Kirkwood. Non, mais Kyle Kirkwood, he doesn't have at all his super license. It's even worse than Colton Herta. Max Garcia, bon, Max Garcia qui a 15 ans, peut-être 16 maintenant. He is born in 2009, so later maybe. Bon, écoutez, voilà, moi surtout le gros sujet que j'avais envie d'aborder, c'est Red Bull. C'est Red Bull, puisqu'on a vu des petites rumeurs, enfin même des grosses rumeurs venant de médias très sérieux, style Automotor Sport ou ce genre de choses, comme quoi Arvid Lindblad, la pépite de Red Bull, pourrait directement aller dans l'équipe mère, dans l'équipe A, dans l'équipe A et sauter l'étape Racing Bulls et aller directement chez Red Bull. Bon, a priori, c'est pas l'option qui tient le plus la corde, mais je peux comprendre pourquoi Red Bull peut être en train de l'envisager. On fait l'état des lieux. Actuellement, il y a Max Verstappen, il y a Yuki Tsunoda chez Red Bull, actuellement il y a Hadjar et Lawson chez Racing Bulls, et il y a Lindblad qui patiente en F2. Lindblad patiente en F2, il fait un très bon début de saison en F2, il a sa super licence, il fait déjà un programme de test en F1. Lindblad, on est sûr qu'il ira en F1, tout le monde le confirme, voilà, ça paraît assez clair. D'ailleurs, son programme de test est plutôt avec Racing Bulls par ailleurs. They are saying Lindblad is the next Max, if you really. Alors, c'est vrai, évidemment. Lindblad, il y a quelque chose qui gêne pas mal de gens à propos de Lindblad, c'est qu'il n'a pas de titre. Et surtout, encore pire, il a bottle, comme on dit, il s'est foiré tout seul, il s'est planté tout seul, alors que il avait des championnats qui étaient donnés pour lui, comme la F4 italienne, où il avait 110 points d'avance, il finit 3ème derrière Stuka et derrière je sais plus qui. Oui, il a un titre en Océanie, oui. Un titre représentatif et sérieux, on va dire. Ouais, c'est assez mystérieux, même si a priori je sais qu'il y avait quelques critiques concernant son moteur en fin d'année. Voilà, mais je sais pas si ça explique tout, puisqu'il y a eu beaucoup d'erreurs de sa part aussi. Le pire, c'est sa fin de saison F3. Je sais pas si c'est le pire, mais c'est vrai que là encore, il joue complètement le titre et au final, il marque plus un seul point sur les 3 derniers week-ends, je crois. Bon, bref. Red Bull peut être tenté de vendre Lindblad comme un futur Verstappen, comme la future pépite, comme Mercedes le fait actuellement avec Antonelli. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de garanties que ça marche avec Lindblad que pour Antonelli. Antonelli, il a collectionné les titres, il a performé en toutes circonstances. Ouais, voilà. Là, c'est vrai que pour Lindblad, ça ferait vraiment précipité. Alors pour Antonelli, ça l'était aussi, mais ça pouvait s'expliquer dans le sens où tu essayes de préparer 2026, ou blablabla, c'est un nouveau projet, tu essayes de le faire mûrir, etc. Essayer de trouver le futur Verstappen quand tu l'as déjà chez Vekar. Alors évidemment, je pense que tu penses à Isaac, mais de toute façon, c'est le but de la filière Red Bull, de toujours avoir les meilleurs pilotes. Donc, après, Helmut Marko apprécie beaucoup Isaac Hadjar et Arvid Lindblad. Maintenant, je pense que Arvid Lindblad a beaucoup plus de hype autour de lui, parce que déjà, il a une bonne nationalité, on va dire. Ça aide souvent, d'être. Pour la façon dont tu es perçu par les médias internationaux, puisque Isaac Hadjar, quand il est arrivé en F1, globalement, personne en dehors des médias français, et encore pas tous, personne ne croyait en lui. Là, Lindblad, voilà, il a tout pour lui, vraiment. Enfin, lui aussi, il a beaucoup de budget, il a beaucoup de préparation, etc. C'est pas du tout les mêmes choses qu'Isaac Hadjar.
Donc évidemment, c'est plus facile d'avoir de la hype quand tu as beaucoup de soutien financier derrière toi. Ça aide. Quand tu es beaucoup mieux préparé à tes saisons de F3, de F2, ça aide aussi. Les records de précocité, surtout plus jeunes vainqueurs F3 et F2. Oui, alors c'est vrai que c'est un 2007. Après, pas le plus jeune vainqueur de F2 en course principale. On rappelle que c'est encore pour Théo Pourchère. Voilà, je rappelle ça comme ça. Mais oui, les records de précocité, et ça évidemment Red Bull est très fan des records de précocité, et je pense qu'ils ont dû voir d'un mauvais oeil que Antonelli essaye de s'attaquer à quelques records de précocité qui appartiennent à Max Verstappen. Donc oui, Red Bull peut être tenté de vouloir faire une Antonelli et de mettre directement Lindblad chez Red Bull. Et ça fait un petit peu... En fait, je pense que ça peut peut-être se justifier d'autant plus, mais c'est d'autant plus risqué, mais ça se justifie d'autant plus si Verstappen part. Parce que Verstappen part, ta figure de proue de ton projet depuis 2016 qui part. Et là, t'as potentiellement un énorme giga champion. En tout cas, ils vont essayer de le présenter comme tel, ce qui est peut-être vrai, mais c'est beaucoup trop tôt pour le savoir. Mais on a potentiellement un giga champion qui arrive. Donc oui, le parallèle avec voilà Verstappen dans le rôle d'Hamilton qui partent et Lindblad dans le rôle d'Antonelli qui arrive, le jeune champion pour remplacer l'ancien champion. Voilà, il y a un parallèle qui se fait. Maintenant, c'est pas voilà, la situation n'est pas exactement similaire et ça serait pas forcément faire un cadeau en plus de l'exposer directement chez Red Bull dans l'équipe principale en 2026 avec zéro Grand Prix en F1 avant, avec voilà, il y a toujours cette critique sur le fait que en fin de saison ça s'effondre à chaque fois. Est-ce qu'il a vraiment le mental d'un champion, etc. C'est des choses qui sont difficiles à dire et c'est des pilotes qui sont encore en cours de construction. Voilà, il y a des pilotes qui mûrissent un petit peu plus tardivement. C'est un petit peu le cas d'Isaac Hadjar, c'est un petit peu le cas de Gabriel Bortoleto par exemple. Et il y a des pilotes qui sont plus prêts dès le début, qui sont plus préparés à ça depuis très longtemps, comme Antonelli ou d'autres quoi. Lindblad c'est Bagnaia, sauf que Hadjar c'est Marc Marquez. Alors pour moi, Marc Marquez, c'est simple, c'est ou soit le gagne, ou soit le gars il gagne, ou soit le gars il chute. Voilà, chaque course de moto c'est ça. Il n'y a pas d'entre-deux. Il finit jamais deuxième ou troisième. Et en vrai, Hadjar pour le moment, il n'y a pas encore eu beaucoup de victoires. mais ça me paraît normal, je pense. Non mais voilà, en tout cas, la situation chez Red Bull, elle est vraiment intéressante puisque ça peut aller dans un peu toutes les directions. Il y a un monde où peut y avoir un duo Hadjar-Lindblad, ce qui serait quand même franchement risqué, puisque bah oui, non, ça serait extrêmement risqué. Euh, le plus probable, c'est que Isaac Hadjar vienne remplacer Yuki Tsunoda qui paraît de toute façon sur le départ et que Red Bull tente de recruter un pilote extérieur. Et voilà, les rumeurs que lançait Automotor Sport, c'est que Red Bull tenterait d'avoir Russell, Sainz, Albon, Gasly. Ce seraient les 4 pilotes qui seraient sur la liste de Red Bull en cas d'éventuel départ de Verstappen. Et ce serait qui à côté de Harvick chez Red Bull? Isaac? Bah non, 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 enfin, c'est pour ça. Je pense qu'un duo Hadjar-Lindblad est difficilement envisageable. On est d'accord là-dessus. Mais je pense quand même, c'est pour ça, je pense qu'ils vont essayer de recruter un pilote externe. Surtout s'ils mettent Lindblad, il faut un pilote étalon. Et tu peux pas demander à Isaac d'être le leader de l'équipe Red Bull. Alors certes, c'est une nouvelle réglementation, certes on repart un petit peu tout de zéro. Il y a Christian Horner qui est parti, il y a Adrian Newey qui est parti, il y a Jonathan Whitley qui est parti, il y a plus voilà, Dietrich Mateschitz, etc. Il y a plein de choses qui ont changé. Mais tu peux pas demander à Hadjar ou même Lindblad qui serait rookie d'être le leader de l'équipe. Ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Prenez Albonneau comme ça, il y a une place chez Williams pour Totor. Enfin, je veux dire Browning. Mais vraiment, ça peut faire effet domino. Hein. Ça peut faire complètement effet domino puisque du coup, ça voudrait dire une place chez Williams. Mais dans ce cas-là aussi, pourquoi Albon il irait chez Red Bull? Pourquoi il partirait de Williams qui a le moteur Mercedes qui serait super fort en 2026? Pourquoi il ferait ça? Enfin, c'est peut-être pas le bon moment de partir, quoi. Qu'on soit honnête, même si c'est un scénario que je ne peux pas me figurer avec maintenant mes caisses à la tête, mais s'ils continuent néanmoins avec leur politique tout max pour le garder. Je suis pas sûr de comprendre, genre Verstappen reste? Genre si Verstappen reste en 2026, ce qui n'est pas la tendance du moment, mais c'est vrai que c'est encore possible,
Si Verstappen reste, très honnêtement, je pense que ça va être Isaac Hadjar en numéro 2. Ouais. Mais même, enfin, même si Isaac Hadjar est le coéquipier de Verstappen l'an prochain chez Red Bull, c'est le meilleur moment. Je l'ai déjà dit sur un live précédent, mais voilà, les comparatifs entre 2026 et 2014, quand il y a aussi une nouvelle réglementation, quand Red Bull sort d'une période de domination, quand il y a un champion du monde avec une motivation peut-être un petit peu changeante, qui peut avoir des envies d'ailleurs, voilà, Verstappen, Vettel, peut-être Ricciardo, Hadjar, voilà, ce genre de choses. 2026, c'est le meilleur moment peut-être pour arriver chez Red Bull. Donc voilà, actuellement Isaac Hadjar est vraiment le favori. Pour être très honnête d'ailleurs, actuellement peut-être, de tous les pilotes sur la grille, je pense que c'est Isaac Hadjar qui a le plus de chances d'être dans une Red Bull en 2026. Puisque là, Verstappen, on le voit de plus en plus ailleurs chez Mercedes. Mais voilà, qui pour le remplacer, c'est pas évident. Et Red Bull, ils sont bien mignons à vouloir prendre Russell, mais voilà, pour Russell, ça serait a priori un glow down. Ça serait, voilà, il descendrait dans la hiérarchie. Et Et pour Red Bull, prendre Russell, ça voudrait dire ah bah on s'est fait avoir par Mercedes, ah bah bien joué, bon bah ah vous nous avez pris Verstappen, bon bah ah bah ah mince, bon bah on va prendre le gars que vous virez. Voilà, ça la fout pas, ça la fout un peu mal. Et pourtant je suis d'accord, hein, Russell, voilà le début de saison qu'il fait, enfin la première moitié de saison, on peut le dire maintenant, qu'il fait, c'est top 5 des pilotes de F1 et pas cinquième, hein. Enfin, voire top 3 quoi. Max peut faire le coup du siècle l'an prochain, Red Bull sort en reconstruction et n'a rien à gagner en restant. Ça peut être... Oui, voilà, a priori, Red Bull ne devrait pas jouer le titre l'an prochain. Ça part avec un Red Bull Ford. Voilà, Ford n'a pas du tout les mêmes garanties que Mercedes, qui est enfin, voilà, qui semble avoir beaucoup plus d'avance là-dessus, même si c'est que des estimations, c'est toujours difficile de savoir qu'est-ce qu'il en est en réalité. Euh, pour moi, ça fait sens pour Verstappen de vouloir partir maintenant. C'est un pari, et ça veut dire quitter la maison mère qui lui a tout donné, quitter le cocon Red Bull, mais voilà, c'est le meilleur moment pour le faire, et pour Isaac, c'est aussi le meilleur moment pour monter chez Red Bull. Maintenant, je pense que il faudrait un pilote extérieur. Maintenant, je sais pas qui. Je sais pas qui, mais un pilote extérieur expérimenté pour avoir pour avoir quand même une valeur étalon à côté de Isaac. Et en plus, voilà, Isaac, il connaît Red Bull depuis plus longtemps. Si on l'associe avec un pilote étranger, style, bah, je sais pas, enfin, qui vient pas de la maison, quoi, Russell ou je sais pas qui, ou alors qui s'est fait virer de la maison, comme Albon, Sainz ou Gasly, euh, Isaac a peut-être plus de chances de battre son coéquipier, vous voyez ce que je veux dire. Et il a plus de chances que Red Bull fasse de lui son numéro un. C'est très théorique, très hypothétique, mais voilà. Pour moi, de toute façon, que Verstappen reste ou parte, il faut que Isaac Hadjar monte en 2026, puisque très honnêtement, de rester chez Racing Bulls, si c'est pour être à côté de Lindblad, il y a tout à perdre et vraiment pas grand chose à gagner. On se retrouverait dans une situation, pour prendre un parallèle français, en 2014, là encore, chez Toro Rosso, avec Jean-Éric Vergne, qui explose Daniel Kvyat. Donc Jean-Éric Vergne en est à sa troisième année, et Kvyat est rookie. Vergne l'explose, mais vu que Vergne est à sa troisième année, il se fait pas respecter, et il se fait têche de chez Red Bull, et c'est Kvyat qui monte chez Red Bull. Donc tu peux pas trop gagner dans ce genre de situation, donc c'est probablement Lawson qui sera associé à Lindblad. Voilà, c'est ce qui paraît le plus sûr. Pour le moment, on a l'air de se diriger vers un Lawson Lindblad chez Racing Bulls, Hadjar chez Red Bull. Qui à ses côtés? Verstappen, Russell, je sais pas. Et très bien pour Isaac, moins de pression dans une équipe qui ne joue pas le titre l'an prochain. Ouais, non, mais c'est. Enfin, ça aura ce côté un petit peu frustrant où on voudrait que Isaac soit dans un top team pour jouer les podiums, jouer les victoires, etc. Mais, mais oui, enfin, sur une deuxième année, c'est pas forcément, ça serait pas forcément positif, voilà, de le faire jouer le titre directement.
Là, voilà, on est sur un nouveau cycle, un nouveau projet, et si Isaac peut être la nouvelle tête de ce projet Red Bull, bah c'est top, quoi. Enfin, voilà, il peut avoir un excellent timing si tout se combine bien, quoi. Ouais, Russell troisième dans la notation d'Antoine. Un classement Elo, hein, rigolo. Ok. Et dire que cette même situation est arrivée à Kvyat en 2019. Ouais, bah face à Albon, oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Chez Red Bull, il voit des futurs Verstappen partout. En vrai, un peu. Euh, Après, ils ont fait le tri. Ils ont fait le tri avant ça. Puisque Red Bull a plusieurs pilotes engagés en F2, engagés en F3. Helmut Marko, globalement, il parle que de. Enfin, ces dernières années, il parle que de Hadjar, il parle que de Lindblad. Même dans les pilotes là qui sont en dessous, dans les catégories inférieures, là, j'ai jamais trop entendu parler Helmut Marko parler d'autres pilotes, hein. Et puisque justement, bah, Red Bull, quand ils trouvent une pépite, ils se disent ah bah ok, on va miser sur lui. Et puis dès que bah en fait ça fait pas tous les résultats comme l'aurait fait un Verstappen, bah ils se disent bon bah tant pis, c'était pas lui le futur Verstappen, on se barre. Je grossis un petit peu le trait et c'est pas non plus ça. Il y a tout plein de data qu'ils ont en interne que nous on n'a pas, qui font qu'ils ont gardé leur confiance en Isaac Hadjar en 2023 alors qu'il avait fait une saison de F2 un petit peu catastrophique. Mais voilà, ils ont des datas pour juger les pilotes, les Helmut Lap, hein, comme Isaac le disait chez les pistonnés, ou ce genre de choses, quoi. Mais donc voilà, finalement, moi, la silly season de F1 va être assez sympathique. Et voilà, je pense que Isaac montera chez Red Bull en 2026 et que c'est top. Voilà, petite conclusion. Donc non, je crois pas qu'il voit Oli Goethe comme le futur Max Verstappen, tu vois, ça m'étonnerait, ouais. Bon, on va passer à la preview du week-end avec la Freca qui revient pour le 5e week-end de la saison. On va toucher à la mi-saison tout simplement avec ce week-end en France au circuit Paul Ricard. On rappelle qu'il y a déjà eu des essais de pré-saison sur ce circuit, des essais de pré-saison qui avaient plutôt souri d'ailleurs à ART et Evan Gilter. Le classement au championnat, il est le suivant. On a Matteo De Palo en tête du championnat. C'est une grosse surprise, mais une surprise qui se confirme week-end après week-end. Matteo De Palo, l'Italien de 17 ans, après une première année en Freca assez ouais, laborieuse, on va dire, chez Saint-Éloque, où il a été battu par ses coéquipiers français Naël et Peugeot, se retrouve en tête du championnat chez Trident. Il est régulier. Voilà, il est très très bon. Il est très très bon. Freddy Slater est deuxième avec une victoire décrochée en Hongrie. Troisième, on retrouve notre premier français Enzo Dellini. Et Enzo Dellini, évidemment, on va en reparler. De Palo chez Red Bull, c'est une info ou c'est juste une envie? C'est juste une envie que tu as. Enzo Dellini, voilà, il est troisième et il sort du week-end, du meilleur week-end de sa carrière. Alors là, vous voyez, troisième disqualification. Vous me dites, qu'est-ce que t'as fumé, Percy? T'as aucune objectivité. Voilà, si vous avez regardé la course, vous avez vu comment ça s'est passé. Euh, sur la course, voilà, surtout du dimanche. Déjà, il a décroché sa toute première pole position en carrière. Ça, on lui retirera pas. Sa première pole position de la saison, première pole position en Freca et première pole en carrière, parce qu'il n'en avait pas encore fait en F4 espagnol. Et tout simplement, il a survolé la course. Mais comme c'est pas permis, quoi. Comme c'est pas permis. Et voilà, il y a eu les coupures moteurs qui se sont invitées là-dedans. Voilà, il y avait juste un problème mécanique qui aurait pu arrêter Enzo Dellini. Et voilà, ce problème mécanique est arrivé. Il y a eu des premières coupures moteurs qui ont fait tomber Dellini deuxième. Donc Slater est passé. Là, je me suis dit, bon bah tant pis, c'est fini. Et là, malgré les coupures moteurs, malgré tout ça, il le dépasse. Dellini dépasse Slater en Hongrie. Genre le circuit où c'est quasiment impossible à dépasser de manière générale, encore plus avec une Freca. Il le dépasse, il le redépose. Il était tout seul. Mais bon, voilà, les coupures moteurs ont continué. Et du coup, au final, ça a fait troisième. Voilà, ce qui est extrêmement frustrant, et malheureusement cette frustration a été mal gérée, et ça on est tous d'accord là-dessus, et donc voilà, a priori on n'a pas vu exactement vraiment ce qui s'était passé, hein. Il n'y a pas eu de vidéo qui a été diffusée, mais voilà, un comportement très erratique et dangereux dans le tour d'honneur.
donc qui a résulté en sa disqualification. Voilà. Ça picote. Et c'est vrai que oui, ça nous rappelle des mauvais souvenirs d'Enzo Dellini qui avait fait des grosses bêtises en F4 espagnol, qui avait reçu un drapeau noir, qu'il avait ignoré, ce genre de choses. On espère que Enzo ne va pas retomber dans ces travers-là. Mais vraiment, c'est dommage, parce que ce week-end, c'était probablement le plus beau week-end de sa carrière, le week-end le plus impressionnant qu'il ait jamais fait. Et vraiment, il aurait dû être, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il aurait dû être deuxième au championnat, à peut-être un point de deux palos ou quelque chose comme ça. Voilà, résultat, il se retrouve à 32 points de l'Italien. Bon, voilà. Bon, voilà, on va en reparler d'Enzo Deini. On a ensuite quatrième Pedro Clerot, le pilote brésilien qui a signé un nouveau podium, le leader de Van Amersfoort Racing. Cinquième Evan Gilter, week-end à nouveau assez compliqué. D'ailleurs, oui, on n'a pas fait le débrief du dernier week-end en Hongrie, du coup j'en profite un petit peu pour le faire. Hein. Cinquième Evan Gilter, ART qui semble avoir perdu de sa superbe par rapport au premier week-end. Donc c'est plus compliqué, c'est plus compliqué aussi pour ses coéquipiers. Donc là, ouais, ça fait P7, ça fait P5, c'est pas exceptionnel. Evan qui a aussi eu des soucis en qualification, qui aurait bien pu ne marquer aucun point et qui a sécurisé un tour à chaque fois en toute fin de séance pour au final se sauver. Bon, voilà. You follow Delaney closely. What do you think has changed from that insane situation in Spanish F4 to now? Seems like he can take his stride. Pour moi, Delaney, il a beaucoup gagné quand même en confiance, en rapidité. En maturité, je pense aussi qu'il a gagné, ça ne se voit peut-être pas, mais je pense qu'il a quand même beaucoup gagné, en tout cas au sein de l'équipe, avec les ingénieurs, avec les mécaniciens. J'ai l'impression quand même qu'Enzo a beaucoup changé, maintenant ça reste un pilote au caractère très fougueux, et sur ça je pense qu'on peut le comparer à Nicolas Tsolov, ou ouais, peut-être à Nicolas Tsolov, en plus les deux s'entendent bien, de ce que je sais. Donc voilà, je pense que c'est ça. Je pense que c'est des pilotes qui peuvent mûrir un petit peu plus tardivement. Mais pour moi, la situation, elle est différente. Elle est différente et Enzo a pas mal grandi. Mais voilà, ça reste encore... Voilà, il y a des choses à améliorer, on va dire. Il y a des choses à améliorer. Sur les circuits traditionnels, Prema et RS sont trop forts. Bah, j'ai justement hâte de voir ce que ça va donner au Castellet, puisque c'est un circuit un peu traditionnel qui est bien connu de toutes les équipes. Il y a eu les essais de pré-saison. ART avait été très bonne, Gilter avait été très bon aussi aux essais de pré-saison au Castellet. Maintenant, la réalité des essais de pré-saison n'est pas toujours, et même rarement celle de celle des week-ends de course, donc on va voir. Donc voilà, on a ce top 5 qui se détache au championnat. On a ensuite Yu Yamakoshi qui est 6ème au classement, Rachid Aldairi qui a décroché un podium avec la deuxième position, son meilleur résultat en Freka. Akshay Bora qui a fait un très beau week-end aussi, après un début de saison un petit peu timide, mais qui est vraiment en train de se lancer. On a l'impression, le pilote indien qui est 8ème, Taito Kato 9ème, coéquipier d'Evan Gilter chez ART, donc on a vu la descente de performance d'ART sur ce week-end. Kanatoli, pareil, la troisième ART qui est 10ème. On a ensuite Jack Beaton chez Prema, Dion Gauda, Jin Nakamura, Nikita Bedrin, Belov, Nandavoud Birombagdi qui a encore marqué des points, et Giovanni Maschio qui sont les 17 pilotes à avoir marqué des points. En dehors des points, vous remarquerez qu'il y a Enzo Peugeot qui n'est pas là, qui n'était pas là le week-end dernier, qui n'est pas là à nouveau pour ce week-end au Castellet. Il sera encore remplacé par Ehan Eikemans, le vainqueur du volant Richard Mille et leader rookie de la F4 espagnole, qui a fait des bons débuts. Les essais libres avaient été même exceptionnels. Au final, ça a un peu moins marché en qualification, mais quand même des bons débuts. Voilà. Il y a aussi Dorian Pin qui fait enfin son entrée dans ma capture d'écran, parce que la capture d'écran de mon écran, quand je la fais sur Wikipédia, c'est le top 25. Et bah écoutez, Dorian Pin, il y a une petite amélioration. En vrai, oui, il y a eu un peu de mieux. Elle était même vraiment dans le rythme de Jack Beaton, qui est son coéquipier, au même titre que Freddy Slater et Aldairi. J'ai envie de dire qu'il y a eu un peu de mieux quand même pour Dorian. C'est dur de dire ça quand bah voilà, elle fait P19 et P17, mais il y a quand même eu un peu de mieux, donc faut le dire quand même. Elle est repassée devant Sakar Almao Chergi, ça se félicite. L'air de rien, il y a eu des progrès. Mais et puis Jack Beaton, son coéquipier, c'est quand même un vice-champion de la F4 italienne, même si c'est pas vraiment une référence, mais voilà. En vrai, Beaton, c'est assez catastrophique. Oui, oui, certes, certes.
Euh, euh, donc voilà, Dorian Pain qui passe à la 25e place au championnat. Bon, le sujet Enzo Dellini, voilà, comme je l'ai dit, voilà, je reprends un petit peu ce que j'ai dit en décrivant le classement, mais voilà, pour moi, là, vraiment, le début de saison d'Enzo est vraiment très solide, et c'est ce que j'attends de lui. Et très clairement, enfin, vous savez que je suis ce pilote depuis pas mal d'années désormais, je le suivais même à l'époque du karting. Là, très honnêtement, le début de saison, depuis février surtout, à la rigueur le mois de janvier en Moyen-Orient ça avait été un peu compliqué, mais depuis février, c'est vraiment une progression linéaire, ça joue les podiums, ça joue les victoires maintenant, et vraiment ce week-end en Hongrie, il fait des changements de réglage, il demande des changements de réglage à R-Ace, R-Ace l'écoute, et vraiment, entre le samedi et le dimanche, la voiture est transformée et il foudroie tout le monde. C'est exceptionnel. Enfin, voilà. Cette journée était exceptionnelle jusqu'à ces de coupure moteur. Donc ouais, c'est vraiment dommage, quoi. Le problème de Dorian, c'est sur les dépassements, il n'ose pas faire des gros freins, prendre des risques. Mais encore une fois, je pense malheureusement que ça reste compliqué de la manœuvrer, cette voiture de Freca. On sait à quel point cette voiture est horrible à conduire, à quel point cette voiture est physique, est un paquebot, et voilà, donc c'est compliqué déjà de faire des dépassements de manière générale, encore plus en Hongrie, hein, voilà. Donc ouais, c'est pas évident. C'est pas évident pour elle. Et vraiment, j'aurais bien aimé la voir avec une autre voiture, style ouais, l'Euro Formula, même si c'est un championnat avec un niveau catastrophique, j'aurais bien aimé la voir sur d'autres voitures que l'Africa, en fait, tout simplement. Euh, donc voilà, il y a ce craquage évidemment après la course pour Enzo Dellini. Voilà, j'ai hâte de voir justement sa réaction sur ce week-end au Castellet. Je, faut faire attention, voilà, à pas retomber dans ses travers, à pas, euh, à pas s'enfermer dans une spirale négative comme ça avait pu être le cas après son incident fin 2023 où il avait eu un petit peu de mal à rebondir après, il avait eu un petit peu de suspension, etc. Là, c'est pas pareil, il a été disqualifié de la course, ça fait mal. Mais de toute façon, je pense que voilà, des podiums, il en a eu pas mal, il en aura d'autres probablement, c'est surtout la victoire qu'il voulait. Voilà, le but, ça va être de se reconcentrer très rapidement et voilà, de se concentrer sur la suite de la saison de Freca, quoi. En vrai, j'espère qu'ils vont lui faire des tests avec une ancienne S3 pour voir si elle s'en sort et peut-être envisager l'année prochaine. Pour Dorian, ouais, ouais, peut-être. En vrai, oui. Enfin, ça peut être intéressant de lui faire des tests. Peut-être que déjà elle a fait des tests. En tout cas, s'il y en a, je ne suis pas au courant. Mais purée. Enfin, en fait, le truc, c'est que imaginez, imaginez genre, par exemple, voilà, Prema annonce Dorian Pain en F3 en 2026. Ça va apporter énormément, énormément de négatifs, puisque ça ne sera pas mérité sportivement. Alors peut-être que du coup il y aura eu des datas sur les tests F3, etc. pour le dire, mais ça fera une publicité vraiment pas bonne, quoi. Donc, et ça apportera une pression démesurée, puisque justement on va lui dire ah ouais, pourquoi t'es en F3, tu le mérites pas, bah on va voir, et puis ah t'as fait une erreur, ah bah c'est bien fait, voilà, enfin vous savez comment ça peut marcher quand, voilà, en plus avec les réseaux sociaux, sur une pilote de F1 Academy, il y a beaucoup plus d'exposition, beaucoup plus de pression sur les pilotes féminines que sur les pilotes masculins, que sur les autres pilotes. Franchement, ça serait pas forcément lui rendre service que de la mettre en F3. Voilà. Après, si elle a la force mentale, s'il y a bien les résultats dans les tests F3 qui y vont, et qu'elle répond sur la piste, ok. Mais là, vraiment, c'est peut-être mieux de revenir sur l'endurance, quoi, tout simplement. Euh, Ouais, donc voilà. Vraiment, j'espère que pour Enzo, il arrivera en tout cas à vite se remobiliser. Et voilà, moi, voilà, je vois bien un truc un peu comme un Nicolas Tsoloff, qu'on a parfois pu critiquer très ouvertement sur cette chaîne. Mais voilà, Tsoloff, c'est un pilote en plus qui a l'air, en tout cas cette année, de trouver de la maturité, de trouver de la régularité.
Voilà, les deux sont très proches, peut-être sur le caractère aussi. Voilà, à voir ce que ça donne, s'il peut imiter son ami bulgare. ART va se réveiller et Evan va marquer des gros points. Bah, on croise les doigts, ça serait bien parce que c'est vrai que le dernier podium de Evan et de ART commence un petit peu à remonter maintenant et que Evan glisse un petit peu au championnat. Alors c'est pas forcément dramatique, hein, sa saison elle est déjà réussie à Evan après son titre en Formule régionale Moyen-Orient, mais voilà, il perd un petit peu de terrain quand même sur la tête du championnat et ça serait bien de revenir aux avant-postes. Pour le moment, voilà, il y a ce groupe de 5 qui se détache. Avec quand même Yamakoshi qui est pas trop loin, mais il n'est pas vraiment à la lutte à la régulière voilà, sur les 4 week-ends qu'il y a eu. Euh, il a bien limité la casse. Ça aurait pu être bien pire. Et il domine largement ses coéquipiers, Evan, c'est très bien, mais bon, voilà, c'est un petit peu on reste un petit peu sur notre fin, surtout après toutes les émotions de cet hiver où il avait été absolument exceptionnel, où ART volait. Là, c'est un petit peu plus compliqué. J'espère qu'il a fini de manger son pain noir. Là, il arrive au Castellet sur un circuit où il a des bons souvenirs. Il avait fait une très belle course sous la pluie l'an dernier. Il avait été sacré champion de F4 France sur ce circuit. On sent qu'ART commence à descendre dans la hiérarchie. Ouais, après, voilà, c'est difficile de tirer non plus des conclusions sur 4 week-ends. Ça peut être vraiment spécifique à certains circuits. On va voir, là normalement le Castellet, alors pas trop dans le relief, mais plus dans la question ligne droite, etc. Ça peut un petit peu plus s'orienter à Spa-Francorchamps, donc peut-être quand même un meilleur niveau de performance. Euh, Puisque voilà, Zandvoort et la Hongrie, c'était des circuits vraiment sinueux. Est-ce que c'est ça la faiblesse de ART? Bon voilà, on va voir au fil de la saison quelles sont les forces et les faiblesses d'ART. Des développements récents dans la saison, des transferts de F3 à F2 autres que Fittipaldi qui passe de l'Eurocup 3 à la F2, il y en a. Il y en a, mais vous inquiétez pas, je vous réserve ça pour août, pour s'occuper pendant la pause estivale. Mais il y a des choses qui avancent et voilà, on aura du monde quoi. Voilà. Non, ce que je voulais dire, c'est que voilà, on aura des Français qui seront dans les championnats au-dessus quoi. Voilà, voilà. Ah bah j'avais juste fait deux diapos, tiens, j'avais juste fait deux diapos sur l'Africa. Bon, bah écoutez, il y a aussi, j'ai même pas fait de diapos sur l'Euro 4, parce que je vous avoue que, voilà, c'est pas très passionnant, on n'a pas de pilote français engagé ce week-end, alors que c'est au Castellet. Voilà, on rappelle, ouais, ah oui, l'Euro 4, ah oui, merci. Ouais, il y a la page wiki, bah attends, je la mets, ouais. Elle est en brouillon ou... Ah non, championnat d'Euro 4 2025, bah très bien. Attends, même en français? Waouh, oula. Attends, que en français? Attendez, je vous montre ça. Mais oui, petite preview rapide de l'Euro 4, parce que c'est quand même la F4 italienne, c'est quand même un gros championnat, ok, ok. Elle est dispo en anglais. Ah, bah ils ont pas lié, parce que tu vois, moi, il y a que espagnol. Temporada 2025 del Campeonato E4. Bah c'est bizarre ça. Bah attendez, vous savez quoi? Vous savez quoi? On va le rajouter. Hop. Et oui, là vous me voyez en train de modifier. Oula, oula, oula. Ah, il a pas aimé. Ah, il a pas aimé. Bah, login. Bon, bah écoutez, je vais peut-être pas le faire finalement. Non, bah écoute, non. Finalement, je vais pas le faire. Bon, bah tant pis. Tant pis. Bah attends, ouais, je prends ça. Bah, c'est bizarre que ça soit pas relié. Bon, bah je le ferai plus tard, écoutez. Ouais, voilà cette liste de pilotes. Donc, comme vous voyez, malheureusement, pas de français. C'est à petit peu près la même liste que les pilotes de F4 italienne, avec quelques petits changements. On note les absences d'Emanuele Olivieri chez RS, qui économise son budget. Évidemment, c'est un pilote qui a peu de budget et qui préfère voilà, l'économiser pour la F4 italienne, potentiellement des tests pour monter à la catégorie au-dessus. Tiens, d'ailleurs, il y a écrit Andrea Dupé, mais normalement non. En tout cas, il n'est pas sur la première liste
d'entrée de ce week-end. Euh, ouais, voilà, hein, c'est vraiment la même liste que la F4 italienne. Il y a Harry Bansal qui joue le titre en GB4, qui rejoint US Racing, à voir ce que ça peut donner. Voilà. Et globalement, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est un mini championnat qui ne rapporte pas de points de super licence. Voilà. Line-up extrêmement random chez AKM, mais qui peut jouer des surprises, surtout pour Michelini. Alors j'avoue que je ne connais pas les pilotes AKM. Je connais juste Abdullah Kamel, vu qu'il testait enfin, vu qu'il a pas mal testé avec Winfield. Les autres, je les connais pas trop. Il n'y a pas Olivieri. Bah c'est ça, oui, il économise son budget. Malheureusement, il économise son budget, et puis il a bien raison, hein. L'Euro 4, c'est vraiment pour les pilotes qui ont du budget en plus, on va dire. Le principal, c'est la F4 italienne et le championnat hivernal qu'il a déjà fait, quoi. D'ailleurs, pourquoi il n'a fait que la course 1 en F4 italienne? Dupé, il est malade. Enfin, il a été malade, et a priori, voilà, sa participation pour ce week-end est en suspens. Voilà, sous réserve que sa maladie, son infection aille mieux, ou voilà. Mais du coup, malheureusement, bah, c'est un week-end qui a tourné court pour notre Français de chez Prema. Euh, il y a pas mal de karting. J'avais envie d'en parler parce que voilà, on va avoir un très très gros mois de juillet en karting. Je sais pas si on va faire des live karting, parce que je vous avoue que je suis pas le plus grand spécialiste du karting, mais évidemment, bah, en dessous de la F4, c'est là où il y a tous les futurs pilotes, les pilotes dont on parlera l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà, un gros mois de juillet avec dès ce week-end le FIA Academy Trophy Junior. Donc vous savez, c'est cette Coupe des Nations avec des pilotes qui ont tous un matériel égal. Ça se fait par tirage au sort pour les moteurs. Un championnat qu'avait notamment remporté Arthur Dorisson en 2022, si je ne dis pas de bêtises. Un championnat où Lisa Billard avait fait 7ème. Voilà, et là on est actuellement représenté par un autre Normand, encore après Dorisson et Elisa Billard. On est représenté par Maël Lemarchand, 13 ans, qui est leader du championnat, donc vraiment pilote à suivre de très très près. Peut-être qu'il va pouvoir se rapprocher du titre ce week-end en Allemagne. Il y a aussi d'autres, voilà, sur les prochains week-ends, on va avoir pas mal d'autres choses. On va avoir le championnat de France national, donc c'est la catégorie 12-14 ans, et le championnat de France senior pour les plus de 14 ans, plus à l'international, une manche préparatoire pour le championnat d'Europe, et ensuite le week-end après, le championnat d'Europe. Donc voilà, il va y avoir pas mal de choses en karting, en plus du retour de la F1, F2, F3 le week-end, sur les 2 week-ends suivants. Donc voilà. On va avoir aussi le Rotax Max Challenge International Trophy. Euh, alors merci beaucoup Julien Diave. Petit rappel que Percy, un live EO, il manque 12 abonnés pour les 1000. On n'est pas loin, allez venez. C'est vrai qu'on est à 988 abonnés sur YouTube. On est à ça, on est à 12. Voilà, ouais. Sur les spectateurs qu'il y a, est-ce que vous êtes tous abonnés à YouTube? En vrai, probablement. Mais si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas. En tout cas, on est tout proche des 1000, vraiment. Elio Gilter, non, c'est le cousin. C'est le cousin d'Evan. Euh, c'est le cousin d'Evan, mais voilà, il y a pas mal de noms intéressants, notamment dans les catégories Junior Max et Senior Max, donc c'est les 12-14 ans et plus de 14 ans. Pour le reste, bon, ils sont très très jeunes, et voilà, c'est voilà, ils sont très très jeunes. Voilà, c'est vraiment les catégories junior et senior qui sont intéressantes à suivre. Voilà, je vous ai mis sur le PowerPoint quelques noms que vous voulez suivre, dont on parle, qui ont déjà rayonné sur la scène nationale notamment. Voilà, donc ça passe sur du Lenny Robillot-Lagache, Léonie R, Théo Battisti, Antoine Grisel, Gabriel Benicki, Saad Deren, Théo Polican. Chez les seniors, Louis Commun, Elio Gilter, Mehdi Lassouet, Tom Langlois, Matteo Dauvergne, Oscar Guccio, Clément Outran d'ailleurs que je n'ai pas mis sur le diapo. C'est des plus 2010. Alors pas tous. En senior, c'est les plus de 14 ans. Donc ça peut être aussi des plus âgés. Je crois que Mehdi Lassoued, qui est l'un des favoris, à 18 ans, je crois. Donc bon, ça paraît compliqué pour un passage en F4. Mais voilà, il y a des jeunes encore en senior, comme Matteo Dauvergne notamment. Outran, c'est un 2008, ouais. Oscar Guccio, je crois que c'est un 2009.
Quoique non, non, Guccio, je crois que c'est en 2010. Je crois que c'est en 2010. Clément Outran qui a fait la première sélection feed, ouais, tout comme Matteo d'Auvergne, deux gros talents, ouais, 2010 Guccio, deux gros talents qui ont vraiment ultra dominé la première sélection feed, donc qui se sont qualifiés en quart de finale et qui ont mis une petite tôle quand même à d'autres pilotes comme Jules Avril, Louis Cochet, dont on a parlé rapidement sur Twitter ou sur certains autres lives. Donc ouais, Outran d'Auvergne, ça s'avance en favori de Feed Racing, ça s'avance, enfin peut-être qu'on voilà, on les retrouvera en F4 France l'an prochain. Je vous laisse avec tous les horaires. Voilà, c'est un week-end encore un petit peu calme, mais ne vous en faites pas, c'est en train de monter, puisque voilà, le week-end prochain, on aura F1, F2, F3 à Spa-Francorchamps qui plus est, et puis le week-end d'après, alors c'est le dernier week-end avant la pause estivale, on va avoir F1, F2, F3, Freca et F4 France, on a tout, on a tout, et je serai sur place à Manicourt à ce moment-là. Donc voilà, bon, les... Oh, j'ai... Attendez, les... Non, j'ai pas fait d'erreur, j'ai pas fait d'erreur. Donc voilà, il y a que des essais libres sur la journée de vendredi. La première échéance sérieuse, ça sera le samedi matin à 9 h, le samedi 19 juillet pour mes 25 ans. On espère que voilà, Enzo Dellini, Evan Gilter, n'hésitez pas à me faire un joli cadeau d'anniversaire, ça serait très apprécié. Et vous pouvez me faire un autre cadeau d'anniversaire le lendemain, il n'y a pas de souci, j'accepterai les cadeaux en retard aussi. Je voulais tellement aller en Freca, mais je rentre de vacances en train le 20 dégoûté. Ouais, bah voilà, moi je me suis pas mal tâté. Au final, je n'y vais pas. Je ne vais pas au Castellet. Je ne vais pas au Castellet, ça fait vraiment loin de chez moi. Mais voilà, pour l'instant, je tente de limiter un petit peu les déplacements là pour cette fin d'année. On va faire des déplacements plus Manicourt, Le Mans, des choses un petit peu plus proches de chez moi. C'est quel jour l'anniversaire? Pas entendu, c'est samedi. C'est samedi. Et d'ailleurs, normalement, je crois que c'est sur mon Twitter. Genre si samedi, tu te balades sur mon profil Twitter, tu sais, normalement, bah, vu que c'est l'anniversaire, normalement, il y a tous les ballons qui montent. Enfin, si Elon Musk l'a pas supprimé, normalement, il y a tous les ballons qui fêtent l'anniversaire. Les 1000 abonnés comme cadeau, let's go. Et, et honnêtement, ça serait un cadeau exceptionnel, hein. On a, ouais. Ah, mais du coup, j'ai envie de faire un tweet. J'ai envie de faire un tweet pour un petit peu. Ça serait très stylé d'avoir les 1000 abonnés le 19 juillet. J'avoue que ça me ferait extrêmement plaisir. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live. Un live un petit peu plus court que d'habitude parce que bah il n'y a pas grand chose à débriefer vu que bah il y a eu que il y a eu que la Freca quand même. Il y a eu que la Freca à débriefer et il y a que la Freca qui arrive. Mais vous en faites pas, la fin juillet et début août, ensuite il va y avoir la pause estivale et il va y avoir les lives. Va y avoir les lives qu'on attend depuis longtemps, voilà, que je prépare sur les grilles F2, F3, ce genre de choses, etc. Vous savez que j'adore ça, même si on se plante à 50%, 60, 70%, mais voilà, enfin, il y a toujours des choses intéressantes. Moi, de mon côté, je récolte des petites infos et voilà, on verra ce qu'on peut, on verra ce qu'on peut faire, mais j'ai vraiment hâte des prochains lives. Normalement, pas de live ce week-end, à moins peut-être si j'arrive à vraiment à me libérer, mais je pense pas, ça va être trop compliqué, donc je ne pense pas, je pense qu'on se retrouvera plutôt la semaine prochaine pour aller reparler, débriefer un petit peu ce week-end de Freca et bah, faire la preview du prochain week-end de F1, F2, F3. Je regarde pour aller au dernier round de F4 France déjà en espérant que j'ai pas de cours à ce moment-là. Une chance sur deux, j'attends mon planning. Bah, j'espère qu'on s'y retrouvera du coup. Normalement, je suis censé y aller aussi. F4 France au Mans. Vraiment, enfin voilà, je dois y aller quoi. Je dois y aller. J'ai rêvé pendant tellement de temps que la F4 France aille au Mans. C'est vraiment à 1 h 30 de chez moi. Voilà, je dois y aller, je dois y aller. Bon écoutez, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux, n'hésitez pas à vous abonner à YouTube, YouTube et encore YouTube. Puisque bah voilà, on est plus que 12. Euh, pas de live toujours, c'est-à-dire pas de live, c'est pas moi qui vais commenter, non. Je ne commente, enfin, je ne commenterai pas les courses de F4 France sur le flux officiel le flux officiel YouTube, si c'est ça la question. Pas pour cette année en tout cas. Voilà.
C'est tout ce que voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Peut-être l'année prochaine, ça serait extrêmement chouette. Voilà, mais n'hésitez pas à vous abonner aussi sur Twitter, on est très bien, on se rapproche des 4800 je crois, c'est plutôt pas mal aussi. Instagram, Feeder Series, YouTube, TikTok, Blue Sky, et voilà. Le Mans Live TV, non sur la FFSA TV, mais du coup non pour l'instant il n'y a pas de news sur la diffusion. Par contre voilà, prochaine manche à Manicourt, les 3 courses seront diffusées, mais voilà pour le moment il n'y a toujours pas d'annonce sur une potentielle diffusion au Mans. Ça sent pas forcément très très bon. Julien, tu régales, hein. Julien, tu régales. Après, en soi, je dis mon Insta, mais en soi, enfin, mon Insta, il est pas très pro, hein. Il est pas très pro, c'est plutôt moi qui poste ma vie dessus. Mais écoutez, si ça vous intéresse, très bien. Voilà, allez, j'ai beaucoup trop parlé. Bonne soirée à tous et très bon week-end de Freka, en espérant le meilleur pour Enzo, Evan et tous les autres. Allez, bye bye!